Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de Common Law. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la procédure en Common Law. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le formalisme du Common Law, puis le rôle du juge en Common Law. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, le formalisme du Common Law. En ce qui concerne les formes de l'action en justice en Common Law. Il faut que tu saches que le droit anglais s'est construit dans le contexte de la féodale. En effet, les sujets de droit pouvaient régler leurs différends devant le seigneur qui disposait d'un droit de justice sur ses terres. Toutefois, afin de limiter l'accès à la justice royale, le système des writs a été introduit. Il s'agit donc pour le demandeur de se procurer auprès du chancelier un document administratif qui revêt le sceau royal, qui portait donc une injonction pour les juges de trancher le litige. C'était donc la justice payante. Le writ décrivait donc la situation factuelle ainsi que les éléments de preuve qui permettaient de trancher le litige. Tu peux noter que la Coria Regis était une justice d'exception. En effet, la lettre de writ délimitait strictement la demande à laquelle le représentant avait acquiescé. Tu peux donc noter que les writs avaient tendance à se ressembler et donc ont fait l'objet de compilations. Mais il y a eu des problèmes à cela. En effet, les juges craignaient d'être submergés de litiges et donc invalidaient parfois les writs au motif qu'ils étaient nouveaux et donc inédits et pouvaient donc compromettre la sécurité juridique et bien sûr que les seigneurs voulaient conserver le peu de pouvoir judiciaire qu'ils avaient et étaient donc très réticents à la création de nouveaux writs qui détournaient les litiges vers la Coria Regis. Au XIIIe siècle, les pouvoirs of Oxford sont venus limiter le nombre légal des writs. Il était donc impossible pour les représentants du droit de créer de nouveaux writs. Toutefois, la délimitation du nombre de writs a eu d'importantes répercussions sur le droit substantiel du common law. Il n'était donc plus possible de créer de nouvelles catégories juridiques. Tu peux noter que l'étude du droit se limitait à l'époque à l'étude des rights. Ce système a donc été adapté au cours des siècles, bien entendu, et se sont appelés Forms of Action, et ont perduré jusqu'en 1952, avant d'être abrogé par la voie législative. Donc, ce système s'est éteint il n'y a pas si longtemps que cela. D'autre part, ce système continue néanmoins d'influencer la common law, comme par exemple le fait que les juges sont encore très réticents à l'accueil de nouveaux recours. À présent, la doctrine du précédent. Tu peux noter que le common law s'est formé sur la règle du précédent, qui impose donc aux juridictions de suivre la jurisprudence établie dans les décisions antérieures. Ce système est hérité de la tradition procédurale anglaise et notamment de l'existence prolongée du système des writs. Le précédent se limite à l'argument sur lequel la décision n'aurait pas été rendue. En principe, le précédent ne concerne donc que les règles de droit telles qu'elle a été appliquée aux faits. Tu peux noter toutefois que la règle du précédent n'est pas absolue. Il faut savoir si c'est un précédent contraignant, que l'on appellera binding precedent, ou non. Le précédent contraignant est celui selon lequel la juridiction est contrainte de respecter la règle établie dans la décision antérieure. La juridiction inférieure est tenue de respecter la décision rendue par la juridiction supérieurement hiérarchique. D'autre part, le système du précédent s'applique dans les États fédéraux, comme par exemple aux États-Unis. Quand il n'y a pas de précédent contraignant, les juges ont la possibilité d'utiliser la règle d'une décision antérieure d'une juridiction de même niveau hiérarchique. Il existe donc plusieurs manières de contourner le précédent, par le revirement de la jurisprudence, et ensuite par le distinguish. C'est lorsque les faits sont vraiment différents de la solution rendue antérieurement. Et ces solutions qui viendraient diverger
de la décision antérieure s'appelle le reverse. C'est donc le revirement de jurisprudence. À présent, regardons le rôle du juge en common law. Tout d'abord, le procès accusatoire. Il faut que tu saches que dans un procès de common law, le juge va indiquer aux jurés les éléments de droit. Et les jurés ont le rôle de conclure. Le juge donne donc les instructions et c'est ensuite le jury qui va déterminer si l'infraction est caractérisée ou pas au regard des éléments de fait. Les jurés sont donc des juges de fait. Ils vont établir la solidité de l'allégation, notamment celle du ministère public, au regard des preuves qui sont produites. Le juge donne donc comme interprétation la règle et les jurés donnent les faits. Tu peux noter que la tradition des jurys s'est étendue pour s'appliquer au procès pénal, mais aussi au procès civil, puisque comme les juges étaient itinérants, les jurés étaient censés informer le juge des faits du litige. D'autre part, l'influence des jurys sur le procès de common law se caractérise par le fait que le juge est un simple arbitre. L'appréciation des jurés est souveraine et le juge n'a pas à motiver sa décision. Il reprend juste le verdict du jury. Attention toutefois, le fait qu'il y ait beaucoup de jurys limite le développement du common law. Aujourd'hui, les jurys sont présents seulement en matière pénale. Enfin, les juges peuvent désormais motiver leurs décisions. Avec le distinguishing, donc le common law peut évoluer. Enfin, le procès en appel. Comment se passe le procès dans un pays de common law ? Eh bien, la procédure étant orale, aucun témoin ne peut être entendu en appel. En effet, la juridiction d'appel va plutôt prendre position sur la qualité de la décision antérieure, plutôt que rejuger entièrement les faits. Donc en fait, tu peux dire que c'est un mixte entre la cour d'appel et la cour de cassation en France. Tu peux noter d'autre part que la différence avec la cour de cassation française est qu'en France, la cour de cassation a une position très particulière. En effet, la technique de cassation consiste donc à casser les décisions qui ne se fondent donc pas sur les faits mais bien le droit. En common law ici, il n'y a pas de loi à interpréter. En effet, la cour d'appel va pouvoir soit confirmer la décision de la juridiction antérieure, on appelle ça affirm, soit réformer la juridiction antérieure. On dit donc reverse. Et donc la cour d'appel d'un pays de common law va quand même résoudre le litige. Voilà, j'espère que ce cours en common law a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!